Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette saison, nous accueillons des musiciennes de la nouvelle génération que Sophie va interroger. Bonjour, je suis Sophie Rosemont. Aujourd'hui, j'ai Lala Ace en face de moi, une nouvelle voix du rap, non seulement francophone, mais aussi international. Un rap universel, hyper sensuel, hyper novateur, hyper osé. On la voit à des multiples variations dans lesquelles on aime se perdre, parfois se retrouver. Lala, on va tout de suite commencer par le vif du sujet, ton nom de scène. Car ton prénom n'est pas Lala, c'est celui d'une de tes ancêtres. Et Ace, c'est une référence au tennis. Et forcément, je pense à ce merveilleux morceau, celui qui a d'ailleurs contribué à te faire connaître, Serena Boccio. Quel est ton rapport à Serena Williams ? Serena Williams, elle m'a toujours un peu inspirée, on va dire, de par le fait qu'elle a réussi à gagner dans un milieu qui n'est pas destiné, qui est le tennis. Et elle vient des banlieues de Chicago, un peu. Donc, c'était pas forcément fait pour elle à la base. Et ça m'a toujours inspiré, en fait, de voir cette femme noire gagner dans un sport qui n'est pas fait pour elle. Mais aussi, par sa plastique, on l'a un peu moqué aussi. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte et c'est une bonne inspiration pour moi. Et pourtant, elle a une plastique incroyable, Serena Williams. C'est vrai, c'est ça. C'est un modèle de beauté. Ouais, grave. Mais c'est vrai que quand on revient un peu des années en arrière, c'était pas aussi accepté, on va dire. C'était un peu moqué. Même à Roland-Garros, il y avait eu des polémiques un peu sur des tenues qu'elle portait, en fait, alors qu'elle était juste là pour jouer au tennis, quoi. Donc ça m'avait marqué. Et puis aussi, dans ma famille, on a toujours été grands fans de tennis. On revient justement sur ta famille. Ça me fait rebondir sur cet extrait d'une de tes chansons où tu remercies papa et maman pour leurs valeurs. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ces valeurs qui t'ont inculqué ? Déjà, mon père, c'est la tolérance, lui, parce que c'est un Français qui a accueilli ma mère et puis ses enfants comme les siens, en fait. On m'a déjà posé la question si ça m'avait pesé d'être métisse. Et en fait, je dis toujours qu'au contraire, en fait, c'était vraiment une force pour moi. Et c'est comme si j'ai pris le meilleur des deux mondes, vraiment, tu vois. Donc, c'est pour ça que je les remercie aussi pour ça, pour avoir inculqué des valeurs africaines qui sont très famille, très tradition. Et puis les valeurs aussi de mon père qui est très dans la culture et tout. Donc, j'ai eu un bon petit mélange, en fait. Et on retrouve d'ailleurs tes origines ivoiriennes dans ta musique, qui parfois peut évoquer le zouglou, cette musique populaire qui est née à Abidjan et qui est assez urbaine, assez spontanée, plutôt organique en revanche. La tienne est plus synthétique, en tout cas s'inspire du synthétique. C'est vrai, Quel est ton rapport à ces musiques-là? Tu les as écoutées enfant? Tu les as laissées rentrer comme ça chez toi? Ouais, je les écoutais beaucoup. Le zouglou, c'était plus mes grands frères qui avaient, eux, grandi en Côte d'Ivoire et qui sont venus vers les 14-15 ans. Et eux, ils ont toujours beaucoup écouté ça à la maison. Donc, puis le zouglou, il y a un message aussi. Il y a beaucoup tu vois, c'est un peu une révolution, quoi, tu vois. Et puis, des fois aussi, il y a des histoires marrantes aussi. Enfin, donc, le zouglou, ça fait partie de ma culture musicale parmi plein d'autres choses. Ouais. Alors, justement, les autres choses. Donc, il y a évidemment, de façon vraiment ostentatoire, le rap américain. Ouais. Et on pense à ce rap d'il y a quelques années déjà avec DJ Screw, qui était donc un rappeur, un producteur texan qui est mort assez jeune, à 29 ans, et qui a élaboré, et on peut dire popularisé, cette technique du chopped and screwed, que je prononce avec mon magnifique accent français, mais j'assume. Bravo, non, c'est passé. Comment t'es tombé dans le bain du rap américain? C'était la télé, je pense, un peu. J'étais nourrie, tu sais, je suis une 94, donc j'étais beaucoup nourrie à la télé aussi, tu sais, MTV, MCM, même M6 et MTV, donc. Et voilà, je pense que c'est par là aussi que j'ai connu pas mal le rap américain. Et aussi, c'est avec mes amis, tu vois, de l'époque. Tu sais, on a eu Internet, nous, on a grandi quand même avec Internet. Donc, on avait, tu vois, une multitude de possibilités. Et puis, moi, j'ai choisi le rap américain. Surtout, c'était beaucoup T-Pain et Lil Wayne. Voilà, Lil Wayne, DJ Screw, Siro, tout, voilà, tout se retrouve, quoi. Tout est lié. Ouais, c'est cette ça. Galaxie. Et alors, Galaxie, ça me fait tout de suite penser à ta galaxie. Tu es pas du tout une artiste qui œuvre en solitaire, même si, c'est ton projet solo. J'ai l'impression que tu marches beaucoup en bande, en collectif et majoritairement masculin. Ce qui est assez intéressant. Donc, toi, quel est ton rapport justement à tes complices masculins? Que t'hésites pas à faire intervenir dans tes clips et qui participent à la production de chacun de tes morceaux. Voilà, toi, comment tu vis C'est pas que masculin. Hein. C'était plus quand j'étais plus petite et quand j'ai commencé le rap, où là, j'étais vraiment entourée que de mecs. Mais là, plus récemment et surtout dans cet album, c'est un mélange un peu de filles et de garçons. Et donc, j'ai mon acolyte de toujours qui est ma manager aussi, qui est To Be Ace, avec qui on a créé notre label Ace Reckless. Et voilà, là, c'est vrai que je vois beaucoup la musique comme un mouvement aussi,
ça passe pas que par moi, en fait. Donc, j'ai, tu vois, la volonté de développer d'autres artistes aussi, là. On va signer notre premier artiste cette année, qui s'appelle le Duke, et lui qui rappe en Wolof, principalement, et en français, anglais et tout. Et, donc voilà, mais dans toute la bande Reckless, il y a les Reckless Girls aussi, qui sont beaucoup aussi dans les vidéos. Et voilà, quoi, en fait. On a une belle petite équipe. Mais c'est vrai que l'idée de mouvement, ça me parle beaucoup, tu vois, de montrer une autre proposition dans ce paysage musical, mais pas que par moi, par plein de déclinaisons différentes, en fait. Et quand tu parles de filles et de clips vidéo, on rebondit sur les clips que tu regardais plus jeune sur MTV, où il y avait toutes ces filles hyper bien roulées. Ouais. Et tu les reconvoques à nouveau, on revoit des filles hyper bien roulées dans des clips. Donc voilà, toi, t'es la séductrice, quoi, dans ces clips-là, dans ce que t'offres en visuel. Et il y a aussi la sensualité de ta musique. Cette sensualité-là me fait penser à une phrase de Simone de Beauvoir, qui est « La femme est chant et pâturage, mais elle est aussi Babylone ». C'est ça aussi que tu chantes, Babylone. Ah oui, grave. Parce que chant et pâturage, c'est beau, mais c'est pas aussi attirant, je pense, que Babylone. Enfin, il y a de la beauté dans les deux. Et Babylone, c'est aussi les tentations, auxquelles tu succombes très volontiers. Oui. Des morceaux comme Parapluie, comme Juju, extrêmement... tout le monde parle de sexualité, mais je trouve qu'ils sont aussi très sensuels, tout comme les femmes de tes clips. Et ton homosexualité, tu l'assumes parfaitement. Et d'ailleurs, c'est une sexualité. Oui. Avant même d'être une homosexualité. Oui, et ça semble très naturel et très inné quand on regarde tes clips, quand on écoute ta musique, quand on te voit te mouvoir. Est-ce que ça l'a toujours été? Alors, ça l'a pas toujours été, non. En fait, je pense que ma musique m'a aidé au fait que ça soit naturel. C'est comme si ça a été tout un process. Alors, c'est vrai qu'au début, quand je commençais à faire de la musique, déjà, moi, personnellement, j'étais pas sûre aussi de ma sexualité, donc c'était pas aussi acquis et naturel. Et en fait, c'est venu petit à petit, et là, c'est complètement assumer. Et je pense que c'est important aussi de l'assumer naturellement comme ça et de pas y réfléchir trop, et pour même que les gens qui connaissent pas et qui comprennent pas l'acceptent, en fait, et qui voient que c'est un truc normal. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi par rapport à ma famille qui, à la base, n'était pas trop dedans, on va dire. Mais le fait aussi de la jouer en mode naturel et sans être, j'ai pas envie de dire camionneuse ou tu vois, mais vraiment le côté voilà, butch ou trop que je dénigre pas non plus, hein. Mais voilà, le faire vraiment naturellement et comme je le sens, je pense que ça m'a aidé aussi à le faire accepter dans ma famille et même, voilà, dans la musique. Et maintenant, voilà, ta famille, ce que tu proposes musicalement, ils l'acceptent et ils te suivent de près, j'imagine. Ouais, ils suivent. Mais aussi, vu que ça marche, ça commence à marcher aussi, peut-être c'est pour ça. Si ça marchait pas, peut-être que on serait pas là. Peut-être que tu serais fait engueuler. Ouais, voilà. Alors, parlons de ton look, justement, qui est assez intéressant, qui est à mi-chemin entre le dandy et la canaille. Vraiment, canaille. Parfait milieu. Comment tu l'as construit, ce look? Et inversement, comment il a pu te construire aussi? J'ai eu mes périodes où, tu vois, j'étais plus féminine, c'est vrai, mais en fait, mon look, il s'est développé aussi avec le fait que je grandisse, que j'aille vivre à Londres aussi. Là, c'est vraiment là que j'ai commencé à être un peu plus masculine, on va dire, mais pas vraiment masculine, tu vois, mais à oser porter des habits du rayon homme, mais sans pour autant porter des trucs trop, tu vois, des jogging ou quoi non plus, quoi. Mais voilà, je sais pas, ça se fait tout seul, en fait. Mais j'aime bien être élégante aussi en même temps dans tout ça. Donc, Il y a cette phrase de Gloria Steinem que je partage avec toutes les invités d'Écouter les filles. C'est « La vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en rage ». En quoi elle peut résonner en toi, cette phrase? Ouais, c'est le fait de voir vraiment la vérité en face, je pense, qui fait mal au début et qui après, soulage, en fait. Mais c'est bien de passer par là. La rage aussi, c'est une manière de se libérer parce que si on est que satisfait, en fait, on n'est pas vraiment libre. T'as beaucoup été en colère, toi, dans ta vie, parce que tu sens si détendu et relax. C'est vrai, et pas seulement à cause des substances, hein, mais tu as l'air d'avoir ce naturel-là. Ouais, non, j'ai toujours été comme ça, en fait, vraiment détendu. Même en cours, les profs disaient que j'étais un peu trop nonchalante et tout. L'autre fois, par exemple, j'ai perdu mon ordinateur, tu vois. J'avais tout mon album, tout dedans, dans un Uber. Et en fait, je me suis posée, je me suis dit, écoute, voilà, quoi, c'est comme ça. Et j'ai retrouvé. 3 heures après, j'ai retrouvé. Mais je pense que quelques années en arrière, j'aurais été vraiment, j'aurais été en panique, mais je me suis dit, si je le perds, c'est comme ça, ça sert à rien, on va avancer, tu vois. Il y a d'autres, j'ai toujours été assez positive comme ça. Ouais. J'accepte et je crois beaucoup aussi à mon étoile, vraiment beaucoup. Et à mes anges gardiens un peu. Mais tout en étant quand même consciente de ce que je fais. Et dans ce premier album, toutes les chansons sont classées Parental Advisory. Ouais. Et est-ce que ce refus de te censurer trahit un désir viscéral d'authenticité et justement de vérité dont on parlait tout à l'heure? Ouais, c'est très important pour moi de
de me montrer telle que je suis, et puis de montrer aussi une autre proposition un peu de la femme dans le paysage musical. Et voilà, en tout cas, c'est moi, c'est celle que tu vois en face de toi, et c'est celle que je suis aussi dans mes sons. Comment je chante, c'est comment je parle aussi. Et pourtant, tu utilises cet outil qui est l'autotune. Ouais. Il y a une manipulation qui est partagée entre l'autotune et ta voix. Pourquoi tu l'as choisi ? Moi, je prends ça comme un instrument, en fait, l'autotune. Ça veut dire que c'est une façon de moduler sa voix. Pour moi, c'est pas une triche. Vraiment, c'est une autre étape dans le paysage du vocal, en fait. Donc, moi, la première fois que j'ai entendu de l'autotune, c'était avec un morceau de T-Pain, donc. Et ça m'a vraiment marqué, en fait. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a vraiment touché, tu vois. Pour moi, c'était évident d'en jouer, enfin, d'en utiliser dans mes chansons. Et voilà, ça met ma voix, je pense, dans une autre dimension. Et puis pour l'utiliser aussi, faut stretcher sa voix, faut utiliser sa voix d'une manière spéciale et tout. Donc c'est un très bel instrument pour moi et nécessaire. À propos de toute cette grammaire autour de la jouissance et des substances, est-ce qu'on peut aussi la prendre du point de vue métaphorique? Parce qu'on t'a beaucoup raccroché à ces drogues, on en a beaucoup parlé, mais j'ai l'impression que ça dépasse quand même un peu tout ça aussi. Oui, ça dépasse ça et c'est important plus que tu le dises parce que des fois, en fait, tu sais, par exemple, moi, je bois plus du sirop, par exemple, mais j'en fais toujours appel dans mes sons, en fait, parce que c'est une métaphore aussi pour moi, c'est un état d'esprit et c'est juste un feeling, tu vois, c'est une sensation, en fait, d'être bien, d'être détendu et voilà, du coup, c'est très métaphorique, en fait, aussi. Ouais. Et donc, ça donne Everything is Tasteful. Ouais, tu as choisi de le dire en anglais. Oui. Et dans une de tes chansons, Comme à Passy. Ouais. Alors, pourquoi Comme à Passy? C'était pour la rime. Hein. Non, c'était, voilà, quoi. Passy, c'est un peu c'est pas tellement le goût, c'est vrai, à Passy, mais c'est le luxe, plutôt. Hein. On a envie d'être là-bas, en fait. Même si on sait pas trop ce qui s'y passe. Et donc, tu es né en France. Tu as vécu longtemps en France, ensuite longtemps à Londres, c'est là où tu as commencé à percer. Maintenant, tu es plutôt près de Lisbonne. Pourquoi ce nomadisme incontrôlable? Ouais, j'en ai besoin, je sais pas. J'arrive pas à rester en place, en fait. Puis j'ai besoin aussi de m'inspirer de choses qui se passent autour de moi même par exemple, j'arrive pas à rester à la maison toute la journée non plus. Enfin, j'ai vraiment besoin qu'il se passe quelque chose dans ma journée, dans ma vie, de voir des gens, que ça bouge et voilà, c'est pour ça aussi je suis partie à Londres après avoir perdu mon père. Donc c'était une manière aussi d'oublier un peu tout ce qui se passait à la maison, quoi, on va dire. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et Londres, là, j'ai l'impression que j'avais fait le tour un peu, tu vois, personnellement. Et Lisbonne, je trouve que c'est un peu l'inverse de Londres. C'est moins speed, voilà, tout est cool. C'est un autre monde, mais j'aime bien. Jusqu'à la prochaine étape. Donc, tu as choisi, pour écouter les filles, de lire quelques mots de Samira Rahim. On t'écoute. Alors, c'est Samira Rahim lors du Slut Walk en Amérique. Mon corps m'appartient, ce n'est pas un terrain de jeu politique, ce n'est pas un terrain sur lequel légiférer. Il est à moi, c'est mon futur. Une salope n'est pas ce que tu décides qu'elle soit, Jessie. Une salope est ce que j'en fais moi. Ça n'a aucune importance qu'une femme soit vierge ou quelle que soit l'histoire de sa sexualité. Salope est juste un mot inventé par les hommes. Ta mère est une salope, ta grand-mère est une salope. En quoi il te plaît, ce texte? Ce que j'ai aimé, c'est sa répartie, c'est la vitesse à laquelle elle l'a sortie. Et celui qui l'interviewait, c'est un Afro-Américain qui s'appelle Jesse Lee Peterson et qui est un activiste ultra-conservateur noir et qui lui dit, en fait, pourquoi t'es une salope? Qu'est-ce que tu fais à la marche des salopes, en gros? Et lui, il faut savoir qu'il dit que Trump est le sauveur de la communauté afro-américaine et que le racisme n'existe pas et n'a jamais existé. Donc voilà, un peu pour situer le gars. Et j'ai vraiment aimé de sa répartie et sa vitesse, de réflexion qu'elle avait. Et c'est vraiment elle m'a marqué déjà, elle est très belle, tu vois. Et la façon dont elle le dit, elle prend possession vraiment de son corps et de qui elle est et du fait qu'on l'appelle une salope ou pas, en fait. Ce mot n'a pas vraiment de sens, en fait. Toi, t'as déjà traité de salope, méchamment? Non, jamais. Mais je pense que j'ai pas les airs de ce qu'on appelle une salope, peut-être, tu vois, c'est pour ça. Mais je me sens quand même concernée par ce mot, parce que je pourrais appeler, tu vois, ma meuf une salope, ou ma mère, ou n'importe qui, en fait, tu vois, ou moi-même, en fait. Et parlons, avant de se quitter, de la beauté féminine. Parce que c'est quand même quelque chose qui est important dans tes chansons, dans tes clips. C'est quelque chose où on ne s'attendait pas à voir une femme rentrer sur ce terrain. Dire, moi aussi, je la trouve belle. C'est-à-dire reprendre ce mythe de la biatch et du rappeur des années 90, toi, façon femme, et voilà, avec les mêmes codes, mais en les détournant. Ouais. C'était quelque chose qui était important pour toi?
Ouais, c'est important. Moi, c'est vrai que dans mes goûts musicaux, j'ai toujours un peu baigné dans ça, dans ces codes très masculins où on traite un peu la femme, tout ça. Mais moi, je le prends aussi comme une façon de l'honorer et de la mettre sur un piédestal aussi, même si c'est un peu maladroit des fois. Et donc, moi, j'essaie de le faire après à ma manière. Moi, j'aime pas trop la vulgarité et tout. Donc, je tourne un peu à ma sauce Ace, on va dire. Mais moi, j'ai toujours été, depuis que je suis petite, vraiment, j'ai dû avoir 6 ans, j'étais amoureuse d'une fille dans ma classe, quoi, vraiment. Donc, ça a toujours été en moi un peu. Et puis voilà, c'est pour ça que ça ressort tout le temps dans mes sons, en fait. Et l'amour, c'est pas trop difficile quand on commence à avoir un peu de notoriété? Non, parce que là, ça va, je suis avec une fille depuis avant un peu la notoriété, juste au moment où ça a commencé. Donc, ça veut dire que je crois en ses intentions. Faut bien juger, en fait, je pense. Parce que je pense qu'en vrai, quand tu t'assois et tu réfléchis vraiment, tu sais les intentions d'une personne, en vrai, de vrai. Mais tu choisis ou pas d'être... Je pense que c'est un choix. Des fois, les gens, ils choisissent de pas voir. Dernière petite chose, ce prénom, donc de ta grand-mère, si je ne m'abuse, qu'est-ce qu'il signifie? Déjà, j'aime bien parce que c'est assez féminin. Et voilà, ma grand-mère s'appelait Laoré, donc c'est un diminutif. Puis il y a là dans mon prénom aussi qui est Mélanie. Tu vois, c'est là, ça me suit un peu partout en fait. Merci beaucoup Lala. Merci beaucoup. C'était Écoutez les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.